Rencontre organisée par Maman Toutes Égales avec Edu Plenel à l'occasion de la sortie de son livre pour les musulmans. Je tenais à remercier au nom du collectif Maman Toutes Égales la parole errante qui nous a permis de pouvoir organiser cette rencontre à Montreuil, qui est un lieu central pour nos luttes, en tout cas, contre l'exclusion des mères d'élèves portant le foulard des sorties scolaires. Alors, un petit historique, hein, Maman Toutes Égales existe depuis fin 2011, juste avant que l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, soutenait une maîtresse et puis surtout a fait cette circulaire qui permet en fait d'exclure les mères portant le foulard des sorties scolaires. Donc nous on s'est constitué en fait que contre l'abrogation de cette circulaire. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était insuffisant. C'était insuffisant parce que depuis 2004, des chefs d'établissement, au nom de la loi de 2004, alors même que sa circulaire d'application précisait que les parents n'étaient pas concernés par cette loi, se saisissaient de la loi de 2004 pour exclure les parents. Donc, en plus de l'abrogation de cette circulaire, nous demandons des directives claires au ministre de l'Éducation nationale contre ces exclusions. Donc, Maman Toutes Égales, même si elle s'est concentrée contre cette circulaire Châtel, vit quand même en France et se rend compte bien que l'islamophobie ambiante permet aussi, cette lutte-là s'inscrit en tout cas dans la lutte contre l'islamophobie qui est beaucoup plus globale. Mais nos forces ne permettant pas de mener cette lutte, nous nous sommes concentrés sur les exclusions des mères d'élèves portant le foulard. Donc cette rencontre s'organise en fait, s'inscrit en fait dans une journée plus globale contre l'islamophobie qui a lieu donc depuis l'année dernière, le 13 décembre 2013, le 14 décembre plutôt, et cette année le 13 décembre 2014. Et cette journée, donc, en fait, toutes les associations et orgas qui sont impliqués dans cette journée contre l'islamophobie sont invités à organiser justement des actions de décentralisation. Donc nous, cette action-là est menée dans le cadre de cette journée du 13 décembre 2014. Et donc cette journée, elle est européenne parce que le même jour, c'est-à-dire le 13 décembre, à Paris, à Amsterdam et à Londres auront les mêmes rencontres, des colloques contre cette islamophobie. Et le lendemain, le 14 décembre, à Bruxelles. Beaucoup de revirements politiques. Depuis la loi de 2004, comme je vous disais tout à l'heure, les mamans étaient considérées comme des dégâts collatéraux de cette loi. Ensuite, il y a eu la circulaire Châtel pour appuyer les exclusions. L'avis du Conseil d'État qui arrive quand même et qui pose des directives claires, c'est-à-dire le principe est que les parents d'élèves ne sont pas des enseignants et ne sont pas des personnels de l'éducation nationale, ne sont donc pas soumis au devoir de neutralité. La seule exception, mais qui concerne finalement toutes les lois, c'est un trouble à l'ordre public. Mais finalement, ce trouble à l'ordre public n'est pas propre aux musulmanes. Il est propre finalement il est propre à tout parent. Et donc là, il faut souligner la nouvelle position de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui donc se saisit de cet avis du Conseil d'État pour repositionner ce principe qui est que accompagner les sorties scolaires de ces enfants, c'est un principe, et que l'autorisation plutôt d'accompagner est le principe, et que l'exclusion est une exception qui doit être justifiée par le chef d'établissement. Donc pour ça, je vais juste parler de deux principes qu'il faut, de clarification. C'est-à-dire que j'entends par-ci, par-là qu'il y a des flous juridiques. Il n'y a pas de flou juridique. Au niveau légal, les lois sont avec nous. Mais ça, Monique Lelouch reviendra dessus. Et ensuite, les statuts des maires. Donc, comme je disais tout à l'heure, que ce soit le Conseil d'État et la nouvelle ministre le posent. Les maires ne sont pas des agents de l'éducation nationale. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Ce sont des parents. Et la laïcité leur permet de venir comme parents, tels qu'ils sont, avec leurs croyances, accompagner les sorties scolaires. Donc, je ne vois pas pourquoi doit toujours
peser sur les mères musulmanes cette suspicion ouais, mais y a-t-il pas un risque quand même de prosélytisme? Dans ce cas, pourquoi on ne le pose pas à d'autres parents? Donc voilà, je vais passer la parole à Monique Lelouch, qui est membre du MRAP 19e. Oui, bon, ben moi donc c'est Monique Lelouch. Je suis donc membre de MTE depuis sa création et je suis également au comité local du MRAP 19e, Paris 19e, 20e. Alors, pourquoi est-ce que nous soutenons et nous participons activement, avec nos petits moyens, disons, aux luttes de MTE? Tout d'abord parce que nous défendons la liberté de conscience et la liberté d'expression, en privé comme en public. Et référons-nous en cela à la loi de 1905, aux textes communautaires et aux textes internationaux. Ces textes garantissent contre toute tentative de discrimination en fonction de la religion. Donc, en fait, lorsqu'on parle de la liberté de conscience, d'une part, et surtout de la liberté d'expression, il y a beaucoup, comment dire, là, c'est pas du flou qu'il y a, c'est carrément des non-sens. La liberté d'expression, bon, ben on s'exprime en privé, bien entendu, alors là, il ne manquerait plus que ça, mais on s'exprime aussi partout, en public, et la rue est un espace public. Et donc, il n'est pas question de se prévaloir de la loi de 1905 pour diminuer les libertés en fonction de la religion. On est également, disons, nous battons avec MTE parce que nous défendons l'égalité des droits pour toutes et tous. Et que là, le moins qu'on puisse dire, les problèmes qui sont faits aux mères qui portent des foulards pour les sorties scolaires, eh bien là, c'est vraiment l'égalité des droits qui est bafouée. Mais nous défendons aussi la laïcité à l'école. Et ça peut paraître paradoxal parce qu'on nous raconte beaucoup de choses complètement erronées sur la question. Les lois de Ferry-Goblet de 1880-86 régissent la neutralité à l'école. Mais il ne faut pas se tromper. À l'école, c'est l'État qui est neutre, c'est-à-dire l'enseignement, les locaux, les enseignants, le comportement des enseignants. Donc, les parents, dans les lois, ne sont pas astreints à la neutralité. Et dans la loi de 2004, qui a bafoué la loi de 1905 en astreignant à la neutralité des élèves, néanmoins, la loi de 2004 ne s'applique pas aux parents. Sauf si, bien entendu, comme Mandela l'a dit tout à l'heure, s'il y a trouble à l'ordre public. Donc, il reste encore, évidemment, la circulaire Châtel, qui n'est toujours pas abolie, malgré nos luttes, bien que le Conseil d'État ait dit que les parents n'étaient pas astreints à la neutralité. Idem pour la ministre, on a toujours la circulaire Châtel, qui n'est qu'une circulaire, il ne faut pas s'y tromper, qui ne s'impose donc à personne. C'est un conseil donné au chef d'établissement. Mais il y en a qui suivent le conseil avec beaucoup d'ardeur. Et donc, cette circulaire rend toujours possible les discriminations envers les parents. Et nous, on demande avant tout maintenant l'abolition de la circulaire Châtel. Mais donc, comme nous, notre rôle, c'est de lutter contre les discriminations et le racisme, et notamment l'islamophobie, c'est évident que notre place est ici, à côté de MTE. Donc, c'est pour nous, ces luttes de MTE et avec MTE, ce sont des luttes citoyennes qui nous concernent toutes et tous. Hommes et femmes, quelle que soit notre religion ou pas de religion, etc. C'est pour ça que nous sommes ici. Voilà. Merci Monique. J'ai oublié en fait de vous lancer le programme, comment ça sera déroulé. Donc après Monique, on a deux mères d'élèves de Maman Toutes Égales qui sont de Montreuil. Une, Yusra, qui subit encore ces discriminations. Et Anissa, qui les a subies par le passé, mais qui a eu, en déménageant à l'intérieur de Montreuil, qui n'a plus de problème d'accompagnement. Et puis ensuite, on aura Elsa Ray, qui est porte-parole du CCIF, qui nous fera quand même, parce que les Parisiens ont ce défaut-là de se croire au centre du monde, donc on a tendance à faire et du parisien et du national. Donc Elsa va quand même nous faire un état des lieux un peu plus national. Et puis ensuite, on donnera la parole à notre invité, Edwy Plenel, pour présenter son livre. Voilà.
Voilà, donc Yousra. Ah oui, 5 minutes. Je vais jouer la méchante parce qu'à chaque fois qu'il y aura, on arrivera au terme de ce temps, je vais devoir couper les personnes. Dans la discussion, ce sera pareil. On s'accordera 1h à 1h15 de discussion et on donnera 5 minutes à chaque personne. Et donc, je serai vraiment intransigeante pour qu'un maximum de personnes puissent parler. Merci. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont répondu à l'appel, à M. Edouard Plenel, à toute l'équipe de MTE, à la représentante du CCIF et à tout le monde si j'oublie quelqu'un. Voilà. Je suis maman d'élèves de 4 enfants. 2 sont scolarisés à l'école primaire et mes 2 petits derniers sont scolarisés à l'école maternelle Pablo Picasso du centre-ville suite à un déménagement. Et cela fait donc 3 ans dans cette école maternelle Pablo Picasso du centre-ville qu'on subit cette discrimination, cette injustice, parce que tout simplement, la directrice a pris une position claire et nette. Il est hors de question pour les mères voilées d'accompagner leurs enfants aux sorties scolaires. Donc, pas plus loin qu'hier, j'ai intégré donc l'AFCPE. Je suis membre élu de l'AFCPE. L'AFCPE a pris une position très claire cette année parce que je les ai sollicités et je leur ai demandé de prendre position claire par rapport aux parents parce qu'ils ne savent pas trop ce qui se passe. Ils ont été très clairs par écrit en nous disant qu'il fallait prendre position et que l'exclusion était interdite. Malgré l'avis du Conseil d'État, malgré les différents rendez-vous pendant 3 ans qu'on a eus avec le rectorat, avec l'inspection académique, malgré le dernier discours de la ministre, c'est pas plus loin qu'hier, la directrice nous a sorti le règlement de l'année dernière avec ce fameux paragraphe qui interdit et qui continue d'interdire les sorties scolaires. J'ai sorti les lois. J'ai commencé à lui expliquer ce que disent les lois, ce qu'est la circulaire Chatel, parce qu'elle se positionne toujours avec la circulaire Chatel. Mais elle m'a arrêté tout de suite devant tous les parents en disant « Madame, je vous arrête tout de suite. Si vous voulez combattre, si vous voulez vous battre, c'est pas ici que ça se passe. » Le problème, c'est que la discrimination, elle continue, elle est dans l'école. Mon enfant, en moyenne, en grande section cette année, ça fait 3 ans que ça dure, me supplie à chaque sortie pour l'accompagner. Je ne peux pas lui dire « je ne peux pas parce que je porte un voile ». Je ne veux pas que mes enfants apprennent la haine. Je ne veux pas que mes enfants se sentent stigmatisés ni marginalisés. C'est trop injuste. Franchement, hier, après le conseil d'école, je suis rentrée en me posant plein de questions, en me disant « mais finalement, qu'est-ce que je fais dans cette école? Est-ce que je ne cours pas un risque en laissant mes enfants entre les mains de ces enseignants, entre les mains de cette directrice ?» Mon petit dernier a fait sa rentrée cette année en petite section, il n'a pas encore connu le monde de l'école. Il est entre les mains de cette directrice en plus parce qu'elle fait la classe. Et je me demande tous les jours, est-ce que ça se passe? Mais comment est-ce que je peux être tranquille en laissant mes enfants dans une école qui est hostile, qui nous est hostile en fait et qui nous discrimine tous les jours? Voilà, je me suis présentée à toutes les sorties. À toutes les sorties, j'ai été refusée. On a essayé tous les moyens via le CCIF, via les inspections, mais la directrice, elle n'en a rien à faire, elle ne veut rien entendre. Pour elle, c'est la circulaire Chatel qui compte. Donc, je lui ai dit, tant pis, je continue mon combat comme je peux. Le jour où j'arrêterai, ça sera le jour où je déscolariserai mes enfants de cette école, parce qu'il est hors de question que je me résigne et que j'accepte cette injustice. Pour moi, on touche à ma dignité, on touche à ma liberté. Je ne comprends pas pourquoi on ne nous fait pas confiance. Il y a eu même des parents, en plus, c'est une ambiance qui monte les parents contre d'autres parents, parce qu'il y a des parents finalement qui soutiennent la directrice, d'autres qui ne savent pas trop. On nous fait de moins en moins confiance. Moi, je leur dis, je suis une maman comme tout le monde, hein, c'est pas parce que je porte le voile, je ne fais pas peur à vos enfants. J'ai fait toutes les sorties scolaires avec les aînés. Je veux dire, j'ai jamais eu de problème. Les enfants se battaient pour me tenir la main, ils m'ont jamais posé la question « Madame, pourquoi vous portez un voile » ou quoi que ce soit. Les enfants ne se sont jamais posé cette question, c'est un problème d'adulte, un problème qui est tout nouveau, parce que moi-même j'ai fait ma scolarité entière en France, ma mère portait le voile, elle nous a accompagnés à toutes les sorties, on a eu toutes sortes de parents, ça n'a jamais été un problème auparavant. Voilà, donc pour le moment, on se bat comme on peut. Pour pas décevoir mes enfants, j'essaye de trouver un autre moyen. Par exemple, la dernière sortie qui a été faite
au cinéma. J'ai dit à la maîtresse, on se retrouvera au cinéma parce que le cinéma c'est un endroit public. J'ai pris mon fils et je suis partie directement au cinéma. Il s'est retrouvé avec sa classe, mine de rien, comme si je l'accompagnais. Il était trop content et il n'a rien vu de tout cela. Voilà. Le combat continue dans cette école, c'est dommage parce que franchement ça touche énormément à la liberté. Dans une école qui se veut liberté, égalité, fraternité, qui veut pas le repli sur soi-même. Et franchement, il y a eu des parents qui ont déscolarisé leurs enfants suite à ces problèmes-là. C'est vraiment très dommage d'en arriver à là. Et moi, je ne veux pas que mes enfants soient dans le communautarisme. Je veux au contraire qu'ils grandissent avec tout le monde. Pour moi, c'est très important. Merci tout le monde et bonne soirée. Merci, Youssra. Donc, la parole est à Anissa. Bonsoir à tous, donc moi c'est Anissa. Je suis de Montreuil également. J'ai 3 garçons âgés de 13 ans, 10 ans et 7 ans qui sont scolarisés sur Montreuil. Alors moi le problème des discriminations s'est posé en 2008 lorsque j'ai voulu accompagner la première sortie scolaire de mon fils qui voulait à tout prix que je le fasse avec lui. Et lorsque j'ai demandé de sortir, on m'a dit oui c'est possible mais il faut retirer votre foulard. Je ne comprenais pas, je pensais que c'était une blague. Non, madame, c'est la laïcité, il faut retirer votre foulard, il faut le retirer à l'entrée de la grille, et vous faites la sortie sans votre foulard, et quand vous revenez, vous mettez votre foulard. Donc, bien sûr, j'ai refusé, je ne comprenais pas, je me suis renseignée, on nous a fait croire que c'était la loi. Bien sûr, on n'a pas été dupes, on s'est renseigné, on a vu que ce n'était pas une loi, qu'aucune loi interdisait justement le foulard pour les parents accompagnateurs. Voilà, donc le pire c'est qu'en primaire je ne pouvais pas accompagner mes enfants, c'était l'école primaire Paul Lafargue, et en maternelle Paul Lafargue j'avais le droit de participer aux sorties scolaires avec mon fils. Donc voilà, les enfants eux ne comprennent pas pourquoi leur maman est exclue, pourquoi les autres mamans peuvent venir et puis leur maman eux elle peut pas. Même pour moi, c'est une école où on apprend l'égalité aux enfants. On apprend les différences de tout le monde, on apprend la tolérance. Et là, tous ces mots-là ne voulaient plus rien dire pour mes enfants, ni pour moi d'ailleurs. Oui, la violence aussi. Moi, en tout cas, en tant que femme, j'ai été humiliée. J'ai été touchée dans ma dignité. Je ne comprenais pas comment on pouvait m'exclure pour un motif pareil. On peut exclure des parents parce que, ils crient sur les enfants, ou ils ne surveillent pas assez, ou voilà. Mais pas pour un signe religieux, pas pour un foulard. D'autant que dans cette école, les croix étaient acceptées et les foulards, non. Donc, devant les enfants, mes enfants m'avaient dit « Mais maman, pourquoi la maman d'un tel a une croix? Elle part en sortie. Et toi, tu as un foulard, tu ne peux pas aller en sortie. » Voilà. La violence qui est faite sur les enfants. La violence, elle est très dure. Un de mes enfants a été touché vraiment par cette discrimination, par cette violence. Il ne voulait plus aller à l'école. Il refusait de travailler. Il me faisait des crises de colère chaque matin avant d'aller à l'école. Il se tapait dessus. Pour exprimer cette violence extérieure, il se faisait du mal à lui-même. Ça, l'éducation nationale ne s'en est pas rendu compte de ça. Entre-temps, donc, avec tous ces soucis, j'ai rejoint le collectif Maman Tout Égale en 2011 pour se battre contre ces discriminations. Bien sûr, l'établissement Paul Lafargue, personne ne voulait nous accepter en tant que telles, en tant que femmes tout simplement, parce qu'on est voilées, mais on est des femmes avant tout, on est des parents accompagnateurs, on est des parents avant d'être une femme voilée. On a essayé de se battre avec tous les moyens qu'on a pu, on a fait des manifestations, on a distribué des tracts, on a émeuté un petit peu tout le monde. Voyant que ça ne changeait pas, j'avais décidé même de déscolariser mes enfants et de chercher une école musulmane, puisqu'on nous pousse au communautarisme. Je ne voyais pas pourquoi mes enfants allaient rester dans une école où ils ne sont pas acceptés. D'accord. Où ils n'étaient pas acceptés, où on les montrait du doigt, parce que les enfants aussi sont très méchants entre eux. Nos enfants se faisaient montrer du doigt dans la cour en disant « toi tu peux pas, ta mère elle est musulmane, elle a un foulard, elle viendra pas ». Les enfants étaient isolés dans la cantine. Il y avait des petites tables entre petits musulmans. Tout ça, c'est pour vous montrer les dégâts que M. Châtel, avec sa circulaire, a fait. Donc, après ça, heureusement que j'ai déménagé. Donc, on a déménagé dans le quartier qui est tout à côté. La nouvelle école de mes enfants est à 100 mètres de l'école Paul Lafargue. Et là, je suis accueillie comme une maman, comme les autres. Je suis une maman. Je fais quasiment toutes les sorties parce qu'il manque de parents accompagnateurs.
Ils voient en moi une maman bénévole et non une maman qui est là uniquement pour faire des gâteaux et tenir des stands à la kermesse. Voilà, donc pour vous dire que pour moi, ça s'est arrangé, heureusement, parce qu'on a changé d'établissement, mais que la discrimination dure. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, à Paul-Lafargue, les mamans sont toujours discriminées. Malheureusement, elles ont refusé de se battre, elles subissent et puis elles se taisent. Voilà. Donc moi, je ne baisserai pas les bras. Je continuerai à me battre, même si je ne suis plus discriminée. Je pense que c'est un droit de tous les parents d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Ce sont nos enfants. Et je ne vois pas pourquoi, à titre exceptionnel, on ne participerait pas à ces sorties scolaires. Voilà, donc aujourd'hui nous demandons à la ministre de l'Éducation nationale l'abrogation de la circulaire Chatel. Donc oui, elle a parlé en notre faveur, mais elle n'a fait que répéter ce qu'a dit le Conseil d'État. Aujourd'hui nous demandons l'abrogation de la circulaire Chatel et que des directives claires soient données à tous les chefs d'établissement. Merci. La parole est à Elsa Ré du CCIF, porte-parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, effectivement... Pardon ? T'as 10 minutes. Ah, ok. Je compte sur toi pour tenir le temps. Donc je suis ce soir invitée cordialement par MTE, merci beaucoup, pour représenter donc le CCIF, qui travaille en fait avec MTE depuis presque sa création. Donc le CCIF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc le collectif contre l'islamophobie en France. On a été créé en 2003 en réponse à tout simplement l'islamophobie galopante qui gagnait les territoires français. Et puis c'était en plus au moment des débats sur le voile à l'école qui se sont concrétisés par la loi du 15 mars 2004. Le CCIF travaille sur toute la France, sur tout le territoire national. On a une quinzaine d'antennes un peu partout en France. Et on a pour particularité d'avoir un service juridique gratuit avec des juristes professionnels qui apportent un accompagnement et un soutien juridique aux victimes d'islamophobie. Alors, les mères voilées exclues des sorties scolaires, c'est pas un phénomène nouveau, c'est pas un phénomène qui date de la circulaire Chatel. En réalité, c'est un effet pervers de la loi du 15 mars 2004 qui a déjà suffisamment été pénible comme ça. Ça a commencé vraiment à partir de 2005. Mais c'était des cas isolés, un peu partout en France, comme ça, il y avait des signalements qui nous parvenaient, qu'on réglait en fait au cas par cas. Et puis ça s'est accéléré à partir de 2011-2012, avec donc bien évidemment la circulaire Chatel, où là on a été littéralement submergé de signalements. Ça se compte en plus de centaines de dossiers qu'on a enregistrés, et vraiment partout en France. C'est-à-dire que l'Île-de-France n'a pas l'apanage des exclusions, au contraire. On enregistre des cas dans le sud de la France, dans l'Est, dans l'Ouest, enfin vraiment partout. Sachant qu'en plus, nous, parfois, pour une école, on peut avoir 15 mères concernées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas de mères, entre guillemets, isolées, et des cas où c'est vraiment des groupes de mamans entièrement discriminées. Alors ensuite, il y a eu la charte de la laïcité, si vous vous rappelez, de Vincent Peillon, qui ne nous apprenait rien en réalité, mais c'était une manière de renforcer encore plus la circulaire Chatel en rappelant le grand principe de laïcité et en sous-entendant que les parents accompagnateurs n'étaient pas censés montrer un signe d'appartenance religieuse. Le problème de ces exclusions, c'est que d'une part, elles n'ont aucun fondement juridique. Ndella nous l'a un petit peu rappelé, il n'y a absolument aucune loi qui justifie de telles discriminations. Il faut évidemment rappeler, parce qu'il y a souvent l'idée du prosélytisme, le Conseil d'État s'est déjà prononcé sur le voile comme n'étant absolument pas un signe de prosélytisme. Si un bout de tissu faisait du prosélytisme, je pense que ça se saurait. Donc, l'argument du prosélytisme ne peut en aucun cas être retenu. Quant à l'argument de la laïcité, je pense qu'on peut être tous d'accord pour dire que c'est l'argument qu'on sert à toutes les sauces pour justifier des discriminations qui sont injustifiables et qui sont de toute façon injustifiables d'un point de vue juridique. Sachant que le Conseil d'État, il faut le répéter, a bien rappelé que les parents accompagnateurs n'étaient pas soumis au principe de neutralité. Et ce qui est profondément inquiétant, c'est qu'on a aujourd'hui en France des centaines de parents, de mères voilées, de confession musulmane donc, qui sont exclus des sorties scolaires, mais il n'y a aucune justification juridique. C'est-à-dire que c'est une discrimination
Tout le monde est d'accord pour le dire, enfin en tout cas on sait que c'est une discrimination, mais pour autant, comme on l'a vu avec Yousra et même avec Anissa, ça continue d'avoir cours et ça semble gêner personne, sauf les premières concernées en l'occurrence. On a heureusement quand même dans le combat, il faut le dire, rassemblé aussi d'autres acteurs de terrain qui se sont mobilisés, Monique nous l'a rappelé tout à l'heure, et c'est pour ça qu'il faut absolument continuer dans ce sens, parce qu'on parle souvent des mères voilées, mais en réalité c'est un problème qui concerne un public plus large, il concerne en fait les parents de manière générale, les parents qui ont envie que leurs enfants soient dans des écoles où on respecte effectivement l'égalité des droits, où on leur apprend le respect de la différence, où on ne fait pas de distinction entre des enfants en raison de leurs convictions religieuses et de leurs parents en raison de leurs convictions religieuses. Donc c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde, pas seulement les mères voilées ou les parents de confession musulmane. Et ce qui est vraiment très inquiétant, c'est que, par exemple, récemment, quand la ministre de l'Éducation s'est prononcée à ce sujet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu des réactions extrêmement violentes. C'est-à-dire qu'on parle tout simplement du droit à une mère, quelle que soit sa conviction, parce que c'est quand même l'idée du principe de laïcité, c'est quand même de permettre à tous les citoyens d'exprimer et de vivre librement leur confession, leurs croyances, sans être inquiétés. Et du coup, donc on parle simplement de mères qui ont envie de participer aux activités scolaires comme les autres, et ça déclenche des réactions extrêmement violentes, que la laïcité est attaquée, c'est vraiment en plus un vocabulaire guerrier, c'est la laïcité de combat, c'est grave pour l'identité de la France, pour les valeurs républicaines. Donc c'est ça, à mon sens, qui est extrêmement inquiétant. C'est vraiment la tournure que prend ce débat. C'est-à-dire que finalement, on s'éloigne du véritable sujet pour tomber dans un débat, encore une fois, qui est extrêmement pesant et qui rappelle le climat très malsain et islamophobe dans lequel on évolue depuis de nombreuses années maintenant. Et on oublie l'essentiel, à savoir que qu'est-ce qu'on a envie, en fait, quel message, quel exemple on a envie de donner à nos enfants. C'est extrêmement important de penser justement à l'impact que ça a sur les enfants. Yousra et Anissa l'ont très bien rappelé. Et du coup, le combat, il est à la fois juridique, il est aussi politique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'une à mon avis, des solutions, en tout cas la plus adéquate là, actuellement, c'est effectivement d'exiger l'abrogation de la circulaire Chatel, puisque c'est sans arrêt l'argument qui revient sur la table. Oui, mais il y a la circulaire Chatel, etc. Alors, en plus de ça, faut-il rappeler qu'une circulaire n'a pas valeur de loi, et que, par ailleurs, la circulaire n'interdit pas les parents accompagnateurs, elle recommande uniquement. Donc, quoi qu'il en soit, ce n'est pas un argument suffisant pour interdire les mères voilées à participer aux sorties. Donc, on est vraiment dans un combat en réalité idéologique, et c'est ça qui est vraiment inquiétant, et qui s'inscrit dans un contexte, comme je le dis, extrêmement malsain. J'ai envie de vous dire, en 2004, on a exclu les filles, aujourd'hui on veut exclure les mères, et ça sera quoi demain ? Alors moi, en tant que membre du CCIF, je le dis d'autant plus que les discriminations à l'encontre des mères voilées, parce que les mères, elles sont mères, mais elles sont aussi d'autres choses. Elles sont femmes, elles sont peut-être salariées, elles sont militantes associatives, elles vont au sport, elles vont au cinéma, etc. Donc non seulement on leur interdit de participer à la vie scolaire de leurs enfants, enfin, sauf quand il faut faire des gâteaux, parce que là, elles sont les bienvenues, n'est-ce pas ? Les cornes de gazelle, tout le monde adore. Donc non seulement elles sont exclues de la vie scolaire de leurs enfants, mais en plus, quand elles veulent aller en salle de sport, on leur dit « bah non, le règlement interdit le port de couvre-chef ». Quand elles veulent travailler, elles ont 10 fois moins de chances que leur CV soit retenu, voire même qu'elles puissent passer l'entretien. Quand elles vont faire des études, même sur le banc de la fac, on peut les attaquer parce qu'elles portent un foulard. Enfin, tout ça, ça s'inscrit dans un climat où les actes islamophobes se multiplient et où on cherche à exclure systématiquement les personnes de confession musulmane. Je parle des femmes parce qu'elles représentent quand même la grande majorité des victimes d'islamophobie, à peu près 80%, mais ça concerne les hommes également sur d'autres plans.
Et du coup, à partir du moment où on touche à l'institution, l'éducation nationale, qui est censée quand même transmettre des valeurs, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un vrai problème et qu'il est nécessaire d'agir. Et que du coup, la première chose à faire, et il va falloir renforcer la pression pour que la ministre, elle a fait des déclarations, c'est très bien, mais effectivement, elle n'a fait que rappeler ce qu'a dit le Conseil d'État. Du coup, maintenant, ce qu'on attend, c'est des actes, à savoir que la première chose à faire, c'est d'abroger cette circulaire Chatel et de faire un rappel, à la loi, un rappel de manière générale auprès de toutes les inspections et rectorats de France pour que ces discriminations cessent. Voilà, je vous remercie. Merci Elsa. Alors, je vais donner la parole, avant de donner la parole à Edouard Plenel, notre invité, je vais faire une petite exception, parce que Razia Hamadi est avec nous, qui est députée de Seine-Saint-Denis, donc qui est de Montreuil, qui quand même, depuis le départ, nous a soutenus. Bien sûr qu'on voudrait que vous en fassiez toujours un peu plus. Il va falloir faire des choses. Donc vous avez 2 minutes, Monsieur Hamadi. Bonsoir, merci à vous, bonjour à tous, bonjour Edouard Plenel. Très brièvement, en effet, parce que je tenais à passer, à la fois au nom du combat mené ensemble depuis 2012 et même avant les élections, comme on dit, et donc faire l'aller-retour parce qu'on est en plein projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Juste pour rappeler ce qu'a été un petit peu le cheminement depuis 2 ans et demi, assez rapidement. La première question que j'ai posée au gouvernement, heureusement les archives de l'Assemblée nationale sont là, je ne l'ai pas fait parce que c'était vous, mais parce qu'on avait commencé à travailler sérieusement sur le dispositif législatif avant même les élections. Donc dès que j'ai été élu, la première question au gouvernement que je pose, c'était concernant cette discrimination. Et à partir de là, il y a un combat qui a été mené avec les 3 ministères différents, à la fois ensuite avec les indications qui avaient été données au recteur, ce qui nous a permis ensemble d'ailleurs d'aller rencontrer M. Brison, de passer 2h30 avec lui pour expliquer les situations auxquelles on était confrontés, sachant que sur notre territoire, ici, en particulier à Montreuil, il y a 2 précédents. Il y a un précédent de portée locale et un précédent de portée nationale. La base juridique qui a permis de justifier pour certains l'existence d'une légitimité, c'était la décision du tribunal administratif de Montreuil, qui assimilait les femmes voilées à des travailleurs bénévoles de l'éducation nationale. Donc je suis allé voir la présidente à l'époque du tribunal administratif, parce que la suite c'était le Conseil d'État, ce qui a été fait avec brio, bravo et félicitations. Mais il y avait aussi un précédent local, parce que ça a été aussi à la demande d'élus locaux que sur certaines écoles il y a eu ce zèle interprétatif qui visait à considérer les femmes voilées comme des travailleuses bénévoles de l'éducation nationale et qui a entraîné la saisine du tribunal administratif de Montreuil. Alors, 1 minute, vous dites juste qu'est-ce que vous allez faire maintenant en tant que... Alors, deuxième chose, continuez à faire ce que, par exemple, Anissa Fati et votre collectif, vous savez que je fais au quotidien, c'est-à-dire la mobilisation et le harcèlement démocratique. Il y a 2 choses importantes sur lesquelles moi je veux parvenir. La première, qui est d'étape, c'est la circulaire interprétative, vous savez, qui est envoyée normalement en juin, mai-juin, enfin, c'est aux recteurs d'académie, notamment pour leur dire, bon ben voilà, il y a la décision du Conseil d'État, donc maintenant on arrête, vous donnez des ordres aux directrices et aux directeurs qui sont clairs, point à la ligne, même si le discours de Najat Vallaud-Belkacem, certes, rappelle ce que est la décision du Conseil d'État, mais c'est une étape importante de franchie. Il y a des combats qui mettent un peu plus de temps, mais il faut les mener. Et la seconde, c'est continuer à demander l'abrogation. Et je suis plutôt optimiste pour ce qui me concerne, après 2 ans et demi de combat, pour dire que l'abrogation est quelque chose que je considère probable pour la rentrée prochaine. Voilà, donc il faut continuer le combat. Je le redis, les arguments, ils sont juridiques au niveau européen aussi. C'est-à-dire qu'il y a une jurisprudence européenne qui peut amener à condamner la France, tout simplement. Ce qui est aussi un argument qui passe bien au niveau national. Mais aussi, et ça sera mon dernier mot, ce que vous avez dit est vrai, c'est-à-dire les arguments qu'on utilise sont bêtement évidents.
Pourquoi une femme voilée qui accompagne son fils en sortie scolaire ou sa fille, c'est un problème? Mais lorsqu'elle cuisine des briques et des gâteaux dans l'école, pendant la kermesse, c'est pas un problème. On est dans une ville où il y a, par exemple, une grande communauté malienne, et des femmes avec des boubous, ça n'a jamais gêné personne en 40 ans. Et là, ça devient un problème. Enfin, et pour finir, juste pour une précision, sur la charte de la laïcité. Dans la charte de la laïcité, il n'y a rien. Il y a le point 14, il n'y a rien qui traite des vêtements, etc. Il y a le point 14 qui considère les élèves, mais à aucun moment dans la charte de la laïcité, sur les 15 points, il y a un point concernant les femmes voilées pour l'accompagnement scolaire. Donc le combat continue, bravo à vous, le chemin, vous le faites, vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est un combat citoyen, c'est pas un combat de femmes voilées pour des femmes voilées. Entendons-nous bien, et ça c'est très important. Voilà, merci à vous. Donc on vous suivra, hein. Donc soutenir Najat Vallaud-Belkacem pour l'abrogation de la loi, et on compte sur vous pour faire ça à l'Assemblée nationale. Merci. Alors, je vais donc passer la parole à notre invité Edwy Plenel, et vous remercie de votre patience. Bonsoir. Bonsoir. Non, je n'avais pas besoin d'être patient, au contraire. Tout ce que j'ai entendu me donne tout à fait le sentiment que non seulement c'est un honneur que vous m'ayez invité, mais je suis fier d'être à votre côté. Pourquoi? Parce qu'il s'agit justement de lutter de manière concrète, à hauteur d'humanité, et non pas dans le règne des idées générales. Sur le terrain de l'empathie, je vais y revenir, c'est-à-dire non pas de faire des grandes proclamations abstraites de solidarité, mais d'être d'abord solidaire de ceux qui sont les premiers, celles et ceux qui sont les premiers stigmatisés. Je vais vous dire en quelques mots, mais d'une certaine manière ici, même sans le lire, vous avez sans aucun doute compris mon intention, pourquoi j'ai fait ce livre pour les musulmans. Et quel est le chemin qu'il propose d'emprunter? La première raison, c'est tout simplement tendre la main. C'est un geste de solidarité. J'ai trouvé tout simplement, au bout d'un moment insupportable, intenable, que nous, je parle de ceux qui ne sont pas musulmans, je le dis souvent, nous avons fait déjà des débats ensemble avec Elsa, de croyances, d'origine, de culture. Il y a 1000 façons d'être musulman, musulmane. Que tous ceux qui ressentent ces actes, ces paroles, ces discours de stigmatisation, de discrimination, d'essentialisation, d'assignation, d'exclusion, eh bien, soient entourés par notre silence. Que nous soyons, pour la majorité d'entre nous, dans l'indifférence. Et je parle d'abord du silence du monde médiatique, du monde intellectuel, du monde politique. Il y a des mots, des phrases qui sont dites, qui sont banalisées, qui sont dans l'ordinaire des débats, qui sont d'une immense violence. Et ce n'est pas simplement une violence dans l'instant, ce sont des mots, des phrases, dire que l'islam est un problème, désigner les musulmans en général, les brandir comme l'épouvantail de nos peurs, et ainsi de suite. Ce sont des phrases qui habituent sur la longue durée. On a parlé tout à l'heure, j'ai trouvé ça très fort, que se passe-t-il entre les enfants, qui habituent profondément, sur la longue durée, à l'indifférence à l'humanité, à l'autre. Car être concerné par l'humanité, c'est d'abord être concerné par l'autre, par celui qui est dissemblable, différent, divers. Et si nous n'avons pas cette sensibilité-là, si nous la désapprenons, si nous nous habituons à ne plus voir l'autre, eh bien, nous pourrons accompagner un jour ou l'autre les pires crimes contre l'humanité. La provocation de ce livre, par son titre pour les musulmans, c'est de partir dans un souci de provocation pour obliger à réfléchir, non pas vous qui, par votre engagement, êtes déjà du côté de ce que j'ai voulu faire, mais les autres, et par une provocation, puisque d'emblée, le livre rappelle un autre pour,
il y a plus d'un siècle, en 96 exactement, pardon, qui était dans un journal, par non pas un journaliste, mais un écrivain qui faisait le journaliste, qui était une signature très reconnue, et qui est connu dans le monde entier sur une histoire de presse dont s'honore la France, qui fut justement le souci de la défense de l'autre autour du sort d'une personne. Il était officier, il était bourgeois, il était militaire et il était juif. Il s'appelait le capitaine Dreyfus et le hasard fait que nous sommes juste à côté de la rue du capitaine Dreyfus à Montreuil. Ici même. Nous sommes juste à l'angle tout près. Et donc, face à cette histoire où l'antisémitisme moderne dressait les Juifs en bouc émissaire principal, un homme qui n'était pas concerné par la politique, qui était officier de la Légion d'honneur, qui était président de la Société des gens de lettres, qui était riche par ses romans, qui était loin de tout cela, tout d'un coup s'élève. Il s'appelait Émile Zola, et 20 mois après son fameux J'accuse, avant son fameux J'accuse, que tout le monde a en mémoire, de défense du capitaine Dreyfus, victime d'un complot d'État dont l'antisémitisme était le ressort, il écrit, comme un coup de tonnerre dans le ciel, un pour les Juifs qui barre la une du journal Le Figaro, qui était un peu moins conservateur qu'il n'est aujourd'hui. Et cet article, c'est un cri. C'est un cri contre ce qu'il entend. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision, mais dans les cercles parisiens, où il rencontre cet antisémitisme moderne, comme nous rencontrons à la radio et à la télévision la banalisation de l'islamophobie. Des gens qui disent « les Juifs et l'argent, les Juifs ils sont entre eux, les Juifs c'est une menace, les Juifs ça va nous corrompre, les Juifs veulent au fond dominer le monde ». Toutes ces préjugés qui vont être au cœur, car les acteurs de l'époque ne savaient pas ce qui se passerait 40 ans après, de la machine infernale de discrimination qui produira, et les musulmans n'y ont aucune part, le crime européen contre les Juifs d'Europe. Et donc, ce que j'ai voulu tout simplement dire, dans une résonance, les époques ne sont pas semblables, et le pire crime en histoire, c'est le crime d'anachronisme, de dire qu'une époque est la même que l'autre. Mais en revanche, il faut raisonner en résonance. Il faut penser au passé plein d'à présent. Se souvenir qu'il y a eu des crimes ne sert à rien si l'on oublie l'origine, ce qui a permis que la mécanique se mette en branle. Et la mécanique, c'est celle qui, aujourd'hui, dans nos pays, dans notre pays, met en branle, comme bouc émissaire principal, nos compatriotes musulmans. Et nous habitue à la discrimination, à la stigmatisation, à l'indifférence. Donc dire pour les musulmans, c'est lancer cette alarme. Et cette alarme, quand j'ai écrit ce livre, vous le verrez en écoutant justement une radio et un académicien disant il y a un problème de l'islam en France qui est un souci de civilisation qu'on ne peut pas laisser au Front National. Derrière les mots bienséants, c'était la même chose que ce qu'entendait à propos des Juifs dans les salons parisiens Émile Zola. Eh bien, ces mots-là, ce sont des mots qui disent c'est une civilisation extérieure à la nôtre, c'est une agression, c'est une invasion, il faut prendre l'agenda de l'extrême droite, et l'agenda de l'extrême droite, nous le connaissons. Et donc, en disant cela, c'était une alarme qui s'est vérifiée depuis la parution de ce livre, comme si les masques tombaient. Le propos du livre, c'est de nous rappeler à tous que le racisme, la xénophobie, la discrimination, la stigmatisation, la hiérarchie des cultures, des civilisations, des religions, au fond, toutes ces idéologies de l'inégalité et donc de l'exclusion de ceux que l'on pense inférieurs, que l'on pense en regardant d'une supériorité supposée d'une culture, d'une civilisation vis-à-vis des autres, que ce mécanisme, c'est un mécanisme de poupée gigogne. C'est-à-dire que derrière le bouc émissaire principal, on installe une habitude à la discrimination qui va mettre en guerre la société contre elle-même.
mon identité contre ton identité, mon origine contre ton origine, ma particularité contre ta particularité, et ainsi de suite. En clair, dissoudre tout ce qui peut nous réunir, nous rassembler, le véritable agenda démocratique, social, qu'est-ce que nous avons en commun, qu'est-ce que nous faisons en commun, qu'est-ce que nous construisons en commun, pour le remplacer par la guerre de tous contre tous. Quand je dis que les masques tombent, qu'est-ce que c'est que ce livre qui, hélas, se vend immensément en librairie? D'un publiciste, de quelqu'un qui n'a aucun rapport avec la réalité, avec les vérités de fait qu'on enseigne dans le métier de journaliste et qui, hélas, a sa carte de presse. Cet idéologue pur, qui est un raciste, s'est installé dans le paysage médiatique par la désignation des musulmans comme la menace dans notre pays. Il l'a fait, y compris, vous vous en rappelez, en étant dans des émissions de service public. Je lui ai dit face to face, comme on dit en anglais une fois dans une de ses émissions, en faisant l'éloge, la défense de la discrimination à l'embauche. Sur l'apparence, sur la couleur de peau, sur l'apparence vestimentaire, sur tout ce qui trahit l'origine. Mais cet islamophobe, ce raciste, ce xénophobe, depuis que ce livre est en vente, tout le monde voit que quoi? Qu'il est aussi un ennemi des femmes, en général, un sexiste qui pense réellement que les hommes ont un cerveau beaucoup plus subtil et supérieur à celui des femmes, que les femmes sont inférieures naturellement, physiquement, intellectuellement, qui le dit, qui l'écrit, que cet homme a une obsession homophobe contre ceux qui, dans notre commune humanité, aiment des personnes du même sexe qu'eux, et qu'il les dit et qu'il l'écrit, que cet homme est aussi un négrophobe, et pas seulement un islamophobe vis-à-vis de nos compatriotes qui ont la peau noire, et qu'au-delà de ça, car les masques tombent jusqu'au bout, et l'on voit bien que l'origine ne protège de rien, que seuls les combats communs nous permettent de trouver un chemin d'honneur, de redressement, d'élévation. Cet homme, issu d'une famille juive d'Algérie, enfin à dire que le plus grand sauveur de juifs dans la catastrophe européenne en France fut celui qui a édicté, signé l'antisémitisme d'État des statuts discriminants contre les juifs, c'est-à-dire le maréchal Pétain. Donc il est aussi pétainiste et au bout du compte dans une haine de soi, au fond, antisémite. Donc voilà toutes les poupées gidouilles. Je vous dis ça parce que ce livre fait la pédagogie en clair de nos causes communes. Du fait qu'il faut se battre très concrètement sur ce qui nous concerne, et qu'en se battant sur ce qui nous concerne, c'est comme ça que l'on fera lien. Mais pour faire lien, il faut aller jusqu'au bout, et je regrette que Asia Hamadi ne soit pas là pour entendre ce que je vais dire. Mais d'autres qui sont de sa famille politique, peut-être ici, le lui transmettront. Il faut aller jusqu'au bout pour avoir l'intelligence de nos indignations, faire vraiment bouger les lignes. Le cœur de mon livre interpelle non pas ceux dont je viens de parler, non pas cette droite extrémisée qui a fait sauter toutes les barrières et qui fait le lit de l'extrême droite et de la discrimination et du racisme dans notre pays, mais d'abord la gauche, toutes les gauches, et leur rapport à la question religieuse, qu'il faut affronter sans barguigner. Cette façon où, à gauche, s'est installé un laïcisme sectaire qui est une trahison de la laïcité originelle, qui est à la laïcité originelle ce que l'intégrisme est aux religions, une pathologie, une dérive, une logique d'exclusion. La laïcité originelle, telle qu'elle a été conçue par Aristide Briand, par Jean Jaurès, par Francis de Pressensé, par Ferdinand Buisson, et les deux derniers étant protestants, ce qui n'est pas un hasard, c'était créer un mouvement et non pas exclure, créer du lien et non pas rejeter, proposer que l'on fasse chemin commun plutôt que séparer. Car qu'est-ce que c'est que la laïcité originelle? En 1905, dans un pays où il y a cet antisémitisme moderne qui est le bouc émissaire principal du moment, comme le sont aujourd'hui nos compatriotes musulmans,
Mais dans un pays où il y a eu des guerres de religion entre catholiques et protestants, dont la blessure est toujours présente. Dans un pays qui, avant 1905, ne reconnaît qu'une religion officielle, dans le cadre du Concordat, la religion catholique, apostolique et romaine. D'un côté, il y a le Vatican, qui est très content de se dire ben, « la France, c'est à moi, c'est la fille aînée de l'Église ». Et de l'autre côté, il y a la République, qui utilise cela pour ne pas être au rendez-vous des attentes du peuple, qui attise, suce au curé, suce à la calotte, suce au corbeau noir, disait-on déjà, pour piétiner, pour ne pas s'occuper de ce qui peut rassembler. Les 4 personnes dont je viens de parler, le Parlement, encore plus qu'aujourd'hui, était totalement un monde d'hommes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ça ne peut plus durer. Ce face-à-face est mortifère. Il fait que nous ne nous occupons pas de ce qui nous concerne et de ce qui concerne l'ensemble du peuple. Donc ils font 2 choses. Ils disent, on va sortir du face-à-face. Ils rompent le Concordat. Et c'est provoqué par un scoop journalistique de l'Humanité, le journal de Jean Jaurès. Ils cassent le Concordat et ils disent, c'est fini, il y a des églises, il y a des croyances, il y a des cultes. Et ils font cet événement que cette loi de 1905 a un pluriel. C'est la loi de séparation des églises. Et en disant cela, elle dit il y a des églises. Et donc, elle est d'abord une loi de reconnaissance des cultes minoritaires, au même titre que le culte majoritaire. C'est un événement, c'est dire qu'une démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité. La démocratie vivante, c'est justement le respect des minorités, de la pluralité qui nous compose. C'est comme ça qu'une démocratie s'invente. Car si c'est la loi de la majorité, ben la majorité, elle n'a jamais envie de bouger. La majorité, elle est assise, elle est confortable, elle est dominatrice, elle est au-dessus de tout. Donc nous n'inventerons rien. Et donc, c'est un événement radical. Et le deuxième événement, qui est dans des citations que je rappelle de l'époque, de Jean Jaurès, notamment. Ils disent, mais maintenant, occupons-nous des choses sérieuses. Occupons-nous de la journée de travail, occupons-nous des retraites, occupons-nous des conditions sociales, des conditions d'habitat. Et là, tout le monde est le bienvenu. Car l'idée, c'est de dire, chacun croit ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui concerne notre débat d'Aristide Briand. Les laïcistes sectaires voulaient interdire la soutane. Les curés en soutane, ce que sont les curés intégristes un peu parfois, qui se promènent aujourd'hui. Le fait qu'il y ait des curés dans la rue, donc il ne voulait pas les voir. Et évidemment, lui, qui était libéral, politiquement, il a dit non, et il leur dit même en provocation, mais si vous voulez circuler en robe, vous faites comme vous voulez. Et il leur dit cela à l'Assemblée, pour leur dire, on ne va pas stigmatiser l'apparence. Et on ne va donc pas dire, y compris au culte majoritaire, qu'on veut l'effacer. Non. On dit, vous croyez ce que vous voulez, l'État est garant de cette liberté des cultes et le protège. Mais maintenant, ce qui nous importe, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et vous venez, chacun, avec vos croyances. Mais d'abord, voyons ce que nous faisons ensemble. Et quel fut l'événement du coup ? Certes, la hiérarchie catholique conservatrice et qui épousait les logiques de bouc émissaire de l'époque sera bousculée par tout cela. Mais en profondeur, le peuple catholique de ce pays qui était majoritairement catholique, il va bouger. Il va rentrer dans ce qui est le vrai chemin de laïcisation, qui n'est pas l'abandon des croyances, qui est le fait de faire chemin ensemble et de découvrir que l'on croit en Dieu et chacun à sa façon ou que l'on n'y croit pas, nous avons un chemin ensemble. Du coup, cela va donner le catholicisme social, cela va donner les prêtres ouvriers, la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, témoignages chrétiens. Et cela va donner des courants d'engagement au nom de leur histoire et de leurs croyances et de leurs valeurs, qui parfois, dans notre histoire, vont être plus au rendez-vous que des partis d'une laïcité proclamatrice. Rappelez-vous les moments des indépendances. Rappelez-vous la guerre d'Algérie. Rappelez-vous les réseaux de soutien à ceux qui se luttaient pour le droit d'une nation à être elle-même. Qui étaient les premiers réseaux de soutien? Souvent des réseaux de chrétiens de gauche.
Alors qu'au même moment, les partis majoritaires, dont le Parti socialiste de l'époque, la SFIO, votaient avec la gauche des pouvoirs spéciaux qui, hélas, vont autoriser la torture et entraîner la France dans une guerre totalement injuste, jusqu'à une guerre civile ici même, contre le peuple algérien. Donc l'origine ne protège de rien. Ce qui importe, c'est le chemin que nous allons faire ensemble. C'est pour ça que ce que vous faites est formidable. C'est-à-dire le fait de lutter ensemble, de construire quelque chose ensemble. Et dans le livre, je vais au-delà de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en brandissant contre toute une tradition à gauche, je cite Robespierre, je cite Jean Jaurès, je cite Rosa Luxembourg, en brandissant cette question religieuse comme la question centrale. Cela fait 25 ans que d'appel en appel, jusque donc à la loi de 19... Le premier appel est en 89, ils en ont fait un deuxième cet été. Ça fait 25 ans que les mêmes nous disent la seule question centrale, ce serait vos foulards. La seule question centrale, ce serait le fait qu'il y ait des musulmans dans notre pays et qu'ils veulent pouvoir s'afficher musulmans, être visibles comme musulmans. Cela fait 25 ans que ce piétinement est organisé et que, évidemment, il ne résout rien, loin de là, au contraire, de nos problèmes économiques, sociaux, d'habitat, concrets. Et donc, qu'est-ce que je veux dire en allant jusqu'au bout comme cela? Je termine. Je termine. Et nous aurons l'occasion d'en débattre. C'est que ce que l'on veut effacer, en chassant et en organisant cette chasse à la visibilité, c'est le peuple. Car le peuple, il est comme il est. Les voltairiens, libertins, dégagés de toutes les croyances, regardons ça comme du haut de leur culture, de leurs préjugés contre les religions. Mais qu'est-ce qu'ils méprisent? Le peuple, il vient comme il est. Et que dit cette fameuse phrase souvent déformée de Karl Marx où il parlait de l'opium du peuple? C'était pas une phrase de mépris. C'était l'opium à l'époque, c'est sortir d'une réalité qu'on détestait, qui n'était pas belle, qui ne donnait pas envie. Et donc il disait, c'est le soupir de la créature sans espoir, lui qui critiquait les idéologies religieuses, qui n'était pas d'accord avec elles, mais qui leur tendait la main en disant, il faut trouver un chemin ensemble. Et donc là, il y a pour moi une rupture essentielle, et si mon livre pouvait servir à cela, c'est que désormais, il faut mettre fin à cela. Que chacun puisse avoir sa croyance, l'afficher, la pratiquer, la revendiquer, et pour laisser place à ce que nous avons en commun. Peu m'importe ce que nous croyons séparément, ce qui est essentiel, c'est de retrouver le chemin où nous retrouverons ce que nous pouvons faire ensemble, construire ensemble. Je dirai d'autres choses dans le débat. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour des